Non loin de Bourges, des armes à l'uranium appauvri ont été testées dans le plus grand secret. Alors les poussières d'uranium appauvri, elles se retrouvaient où? À l'extérieur. Donc dans la nature en fait. Dans la nature. Ces munitions ont contaminé les zones de tir. Cet uranium, évidemment radioactif, émet toutes sortes de radiations. On ignorait totalement qu'il y avait des poussières qui étaient dangereuses. En France, l'armée passe ses essais sous silence, mais la vérité commence à apparaître sur un autre champ de tir, en Sardaigne. Là-bas, un procureur mène l'enquête. J'ai reçu beaucoup de menaces. Encore une ce matin. Des explosions de missiles et de munitions sont suspectées d'être à l'origine de cancers, mais aussi de malformations chez les animaux et dans la population. Ma fille est née comme ça. Elle est hydrocéphale. Elle a le crâne un peu déformé. Si vous voulez, vous pouvez monter, mais pas avec la caméra. Pendant de nombreuses années, les autorités ont voulu taire ce scandale sanitaire. Je ne les connais pas, tous ces enfants dont vous me parlez. Je ne les connais pas. Enquête sur ces zones d'essais militaires installées en plein cœur de l'Europe et sur ces armes sales, pourtant légales. Joël Frison est un ancien professeur de physique. Il habite depuis toujours à Bourges et il est incollable sur les sites militaires de la ville. C'était l'entrée des établissements militaires ici qu'on vient de passer. Moi, j'y suis resté 1 an en stage. Dans cette agglomération du centre de la France, l'armée a installé ses quartiers depuis maintenant plus d'1 siècle. Alors, c'est des pyramides qui étaient la direction des établissements militaires. Il nous emmène maintenant vers le champ de tir de Bourges, appelé le polygone. On est en plein milieu du polygone, là. Donc là, vous voyez, on ne va pas s'approcher. Oui, c'est là-bas l'entrée. Vous devez être capable de la filmer d'ici. Donc c'est ici qu'on fait des tirs, en fait, qu'on s'entraîne sur Voilà, c'est la direction, là, les tirs après se font sur les 30 km plus loin, quoi. Cette zone n'est pas accessible. Il est interdit d'y pénétrer. On y va? Joël Frison emprunte alors des routes de campagne pour s'approcher davantage de ce polygone. Un terrain militaire qui jouxte la ville de Bourges et fait plus de 30 km de long sur 5 km de large. Une partie des terres est cultivée, l'autre est réservée au tir. Autour, des petits villages, des panneaux d'interdiction de circulation et des caméras. Joël Frison a commencé à s'intéresser à ce champ de tir lorsque l'armée a annoncé que des munitions en uranium appauvri y avaient été expérimentées. Quand est-ce que vous avez su en fait qu'on testait l'uranium appauvri dans ce champ de tir? On l'a su en 2000, en gros. En 2000, c'était l'époque où on parlait beaucoup du syndrome de la guerre du Golfe. Et c'est là qu'on a appris que ces armes avaient été essayées à Bourges. Avant, on l'ignorait complètement avant? Ben, pas tout le monde. La population l'ignorait. 1991, les forces américaines larguent 280 tonnes d'obus en uranium appauvri en Irak. Quelques années plus tard, des médecins et des chercheurs suspecteront ces armes d'être à l'origine de maladies chez les soldats et de cancers dans la population irakienne. À Valence, au laboratoire de la CRIRAD, les scientifiques avaient eux aussi alerté sur les dangers de ces munitions. Bruno Charéron est le responsable de ce laboratoire indépendant. Dans cette boîte en plomb, une munition en uranium appauvri. Sur cet obus flèche, la partie en uranium appauvri, c'est cette partie. C'est vraiment le pénétrateur. Le problème, c'est la radioactivité. Démonstration avec ce scintillomètre. Donc là, on est à combien, là? Donc là, on est à presque 3000 coups par seconde. C'est donc nettement plus radioactif que le niveau naturel. Pourquoi? Parce que ce pénétrateur contient 300 grammes d'uranium appauvri
Cet uranium, évidemment radioactif, émet toutes sortes de radiations, alpha, bêta et gamma. Et les plus puissantes, les radiations gamma, arrivent à irradier autour de ce pénétrateur, vous le voyez, à plus d'1 mètre. Une fois la cible touchée, l'obus flèche en uranium appauvri contamine une zone bien plus large. À ce moment-là, la tête qui contient l'uranium est pulvérisée sous forme de micro-poussières et même de nano-poussières qui vont se répandre dans l'environnement, qui vont pouvoir, au gré des vents, se déplacer. Cet uranium qui va être inhalé par les militaires, mais par les populations qui sont autour de ces lieux de tir. Cet uranium va irradier les poumons, évidemment. Une partie va passer via la circulation sanguine dans le cerveau, dans les reins, dans le foie, s'accumuler sur les surfaces osseuses. Donc les pathologies qui peuvent être induites par cette contamination interne par l'uranium appauvri, elles sont très nombreuses et personne ne peut aujourd'hui faire la liste complète de toutes les conséquences sanitaires que peut avoir cette contamination. Au polygone de Bourges, dans quelles conditions les tirs à l'uranium appauvri ont-ils été réalisés? Nous nous sommes adressés à la Direction générale de l'armement pour visiter le site. La DGA a estimé que le polygone n'était pas un sujet pour les journalistes. Votre demande de reportage concerne une question d'intérêt local qui a déjà donné lieu depuis 2001 à divers échanges avec les mairies riveraines du polygone. En conséquence, nous ne pouvons pas accéder à votre demande. Un technicien qui travaille sur le champ de tir a accepté de nous rencontrer. Ce représentant syndical est un peu réticent à l'idée de nous parler. Quelque part, on est quand même employé du ministère de la Défense. C'est plus un sujet qui fait un peu polémique dès qu'on parle de l'uranium. Dès le début de l'entretien, Jean-Pierre Bourret relaie le discours rassurant de la direction du polygone. Un barreau d'uranium appauvri n'est pas plus dangereux qu'un barreau d'acier. Ça, c'est ce qu'on vous disait. Et je pense. Bah, bon. Mais un barreau, je dirais, qui est posé sur la table est complètement inerte. Vous mettez un compteur Geiger à côté d'un barreau d'uranium appauvri, il y a une radioactivité qui n'est pas celle de l'air ambiante. Au bout de plusieurs années. Ah non, immédiatement, tout de suite, le compteur Geiger, il repère qu'il y a de l'uranium appauvri dans la pièce, et plus vous en approchez, plus ça émet. Vous n'étiez pas au courant? On n'a jamais eu l'expérience de ce genre de choses. De ce genre de situation, c'est vrai que... Mais bon... Pourtant, le technicien estime que les tirs à l'uranium appauvri se déroulent dans des conditions satisfaisantes. Il nous montre sur ses vues aériennes la zone où 1400 obus flèches ont été expérimentés depuis 1990. Regardez. Les tirs à l'uranium appauvri, ça se passe dans un espace confiné, qui est conçu de telle manière à ce qu'aucune particule ou poussière ne puisse en sortir. Voilà. Vous avez déjà visité ce site de tir? Ah oui, vous l'avez jamais visité? Non, parce que, si vous voulez, les personnels qui font partie des équipes de tir sont des personnels avec des habilitations. Donc même vous, syndicalistes, depuis 40 ans sur le site, vous n'avez jamais eu accès à ce site? Non. Non. Le syndicaliste fait confiance à sa direction, qui affirme avoir réalisé les tirs depuis 1990 dans un site confiné. Mais l'armée n'évoque jamais les expérimentations lancées selon nos sources 20 ans plus tôt. C'est ce que révèle cet employé à la retraite qui a participé à ses premiers tirs à l'uranium appauvri. Soumis au secret défense, il a souhaité s'exprimer à visage caché. Les projectiles en uranium appauvri ont été tirés entre 70 et 75. Parce qu'officiellement, les tirs ont commencé sur le polygone de Bourges début 90. Donc ça veut dire qu'on a caché tous les tirs qui ont eu lieu avant 90. Ah oui. Oui. Ces tirs, que la Direction générale de l'armement a préféré taire, se déroulaient dans des conditions rudimentaires. Le canon se trouvait à l'air libre, à l'extérieur, et on tirait dans un tunnel de tir. On activait une ventilation de manière à chasser toutes les poussières, tout ce qui pouvait se trouver dans l'air. Et alors les poussières d'uranium appauvri, elles se retrouvaient où? À l'extérieur. Donc dans la nature en fait? Dans la nature, oui.
Quand vous tiriez ces munitions, vous étiez à combien de kilomètres de Bourges? On était au point 2000, donc à 2 kilomètres de la sortie de Bourges. Ah oui, donc on n'est vraiment pas loin de Bourges. Pas loin, oui. S'il y avait du vent dans la mauvaise direction, effectivement, ça pouvait ramener des déchets sur Bourges. Parce que vous ne faisiez pas forcément attention au sens du vent, en fait. Non, non, pas du tout, non. Non, on ne nous avait pas prévenus. Hein. Donc on ignorait totalement qu'il y avait des poussières qui étaient dangereuses. Bogie, un village de 1300 habitants situé non loin du terrain militaire. Ici, on s'interroge sur ce qui a bien pu se passer ces 40 dernières années. Alors c'est le triple A, c'est l'abolition des armes atomiques. Ce soir, Joël Frison, avec son association Alerte Uranium, organise une réunion d'information sur les essais, mais sans représentant du polygone. Ces dernières années, les courriers qu'il leur a envoyés sont toujours restés sans réponse. On m'a dit c'est impossible de vous recevoir, il nous faut l'autorisation du ministère des Armées, on ne peut même pas vous répondre, il nous faut que la réponse passe par le ministère des Armées. Moi j'ai dit j'attends, demandez, et puis voilà. On reçoit une réponse, il n'est absolument pas question de nous recevoir. À ses côtés, le vice-président du Conseil général du Cher. En décembre dernier, tous les élus du département ont demandé la vérité sur l'uranium appauvri. Vous-même, en tant qu'élu, c'est difficile jusqu'à présent d'avoir des informations sur ce qui se passe sur ce polygone? Bien sûr. Je dirais quasiment autant que les citoyens. C'est la grande bête. À défaut de répondre à leurs questions, l'État envoie des agents pour écouter les citoyens. T'as vu personne derrière? Ah oui. À chaque réunion, un officier de la DCRI, l'actuel service des renseignements, est présent. Joël Frison, c'est bon, ça va. Joël Frison le salue comme un habitué. Oui, d'accord. Dans l'Assemblée, certains évoquent spontanément les maladies de leurs proches et se posent des questions. Mon épouse est décédée d'une leucémie en 2001, mais je suis incapable de dire si c'est qu'elle a été contaminée ou... Aujourd'hui, vous vous interrogez. Mais je me pose toujours la question, est-ce que c'est une conséquence? Mais j'aurai jamais de réponse de toute façon. À part de faire une autopsie sur le corps, ça fait déjà 10 ans de ça. Pour moi, mon épouse est décédée d'une leucémie en 2004. Elle a demeuré à Bogie depuis sa naissance. Mais c'est vrai que j'y ai pensé. Mais ça peut être tout à fait une leucémie normale, c'est pas classique. Mais j'avais connu l'existence de cet uranium appauvri à cette occasion. J'en avais jamais entendu parler autrement. Pour mettre fin à tous ces doutes, les citoyens aimeraient que l'armée autorise enfin des études indépendantes à l'intérieur même du polygone. On demande à ce qu'il y ait des recherches d'uranium dans les sols, dans le polygone et autour du polygone. Deuxième type de recherche qu'on demande, c'est au plan sanitaire, qu'il y ait une enquête épidémiologique dans les communes proches du polygone et en particulier qu'on mette en place un registre des cancers dans le département du Cher. À l'issue de la réunion, nous sollicitons l'officier de la DCRI pour connaître la raison de sa présence. Vous pouvez me dire ce que vous faites là ce soir? Je ne répondrai pas à vos questions. Pourquoi vous répondez pas? Parce que vous êtes des services des renseignements, c'est ça? C'est vraiment intéressant. Mais vous n'êtes pas le premier à nous dire ça, oui. Monsieur. Ah, merci. Monsieur, excusez-moi. Je ne vous réponds. Vous êtes bien l'intérêt de venir à ce type de réunion pour vous? Notre question restera sans réponse. À Bourges, des poussières d'uranium appauvri auraient donc été dispersées dans l'environnement. Nul n'en connaît les quantités et les conséquences sur la santé des riverains. À ce jour, aucune enquête n'a été menée. À 1300 km de là, un autre polygone de tir, celui de Cuira en Sardaigne, inquiète la population locale. Non loin des eaux cristallines, du sable blanc et des petits villages sardes, le terrain d'entraînement préféré des militaires et des industriels de l'armement,
ouvert depuis 1956. À Quirra, les soldats italiens, mais aussi les forces de l'OTAN, s'entraînent. Sur cette vidéo promotionnelle, l'armée présente les expérimentations que les entreprises peuvent mener sur le champ de tir contre rémunération. L'État italien encaisse jusqu'à 30 millions d'euros par an. Une activité lucrative qu'un procureur est en train de déranger. Tout commence dans le village sarde d'Escalaplano. En 2005, un événement vient rompre la tranquillité de ses habitants. Un agneau mort est déposé devant la porte de ce photographe. Stefano Artizzu le prend immédiatement en photo, et pour cause. Il avait la tête, comment dire, il n'avait pas de bouche, ni d'yeux. Il avait des oreilles, mais pas au bon endroit. Quand des gens plus compétents l'ont vu, ils ont dit qu'il avait 2 têtes. Mais pourquoi on vous l'a apporté? Il voulait laisser une preuve que ce que l'on suspectait existait vraiment. Stefano Artizzu évoque les tirs menés sur le polygone de Quirra. Les bergers laissent paître leurs moutons en plein cœur de la zone militaire. Et c'est ainsi depuis plus de 60 ans. Le polygone part du village de Perdas de Fogu et s'étend jusque sur la droite, là, au niveau des montagnes, et il descend jusqu'à la mer. Toute la zone, tout l'horizon en face, là, qui part de Perdas de Fogu, tout ça, c'est le polygone militaire. Stefano, comme les habitants de Bourges, ignorait tout des essais menés à Quirra. Il y a des années, on entendait des coups de feu. C'était des explosions. Personne ne savait ce que c'était. À Turin, à l'Institut Polytechnique, Massimo Zucchetti, professeur en radioprotection, est chargé d'étudier l'agneau mal formé. Et voici ce qu'il découvre dans les os de l'animal. Nous avons trouvé dans les os du crâne, dans les os du tibia, du radius et de l'humérus une présence anormale d'uranium. En particulier une concentration importante d'uranium-234 par rapport à l'uranium-238. Ce n'est pas compatible avec la présence d'uranium naturel. Cela confirmait donc une contamination à l'uranium appauvri. Comment de l'uranium d'origine artificielle a-t-il pu contaminer cet agneau? Dans cette zone, il n'y a aucune activité industrielle polluante d'aucune sorte. Alors je ne vois pas d'autre responsable que la base militaire et ses activités. À Quirra, tous les regards se tournent alors vers le polygone. Les militaires auraient-ils procédé à des tirs à l'uranium appauvri? L'armée italienne nie en bloc. L'énigme du mouton mal formé en reste là. Les habitants vont continuer à vivre au rythme des essais. Il y en a un qui arrive. Antonio, comme tous les bergers de la région, subit depuis toujours les passages incessants des avions de l'armée. Ce matin-là, depuis 8 heures, un avion survole la zone toutes les minutes. À force, tout cela me donne des migraines. Vraiment, ça fait mal à la tête. C'est devenu impossible de vivre ici. Ces nuisances sonores, Antonio les supporte d'autant moins depuis que son frère est décédé en 2008 d'une leucémie. Lui aussi était berger, lui aussi vivait dans le polygone, en face de cette base de Quirra. Après 7 ans de calvaire, il est décédé à Rome. Avant, il a été soigné à Cagliari en cancérologie. Pendant quelque temps, on a cru que ça allait mieux, mais ensuite, il a fait une rechute. Il est allé à Rome et là, son état a empiré. C'est comme ça.
Lui aussi vivait ici. On travaillait ensemble. Antonio réalise alors que d'autres bergers ont subi le même sort. Sur l'autre versant, à cet endroit, il y a eu 2 morts. À chaque fois, des leucémies. Puis, là, à cet endroit-là, où il y a l'étable au fond, il y a eu 4 cas. 4 frères malades. 2 sont décédés. Antonio compte les malades et les morts sans bien comprendre ce qu'il se passe. Mais en 2010, un homme va révéler l'affaire de Quira. C'est un vétérinaire de l'agence sanitaire locale. C'est la première fois qu'il accepte de rencontrer des journalistes. Giorgio Mellis nous a donné rendez-vous sur un parking. Il semble très tendu et refuse de se rendre à proximité du polygone. On ne pourrait pas aller dans le polygone? Non, moi non. Vous, oui. Moi non, parce que je dépends de l'autorité sanitaire. Et elle a ordonné précisément de ne pas y aller car il y a une enquête judiciaire. Giorgio Mellis accepte de nous raconter l'enquête sanitaire qu'il a menée sur les animaux, mais aussi sur les hommes. Pendant 1 an, il a visité les bergeries situées autour du champ de tir. Ça, c'est la zone de Quira. C'est la zone où nous avons constaté la situation sanitaire la plus critique. Giorgio Mellis observe un taux élevé de malformations chez les animaux. Pour les besoins de son rapport, le vétérinaire prend des photos. Un mouton avec 4 pattes arrière, un autre sans tête, ou encore celui-ci, aux yeux exorbités. Mais ce qui l'intrigue le plus, lorsqu'il discute avec les bergers, ce sont les maladies dont ils sont atteints. Personnellement, je l'ai vécu comme un drame. Parce que j'entendais ces histoires de bergers qui avaient perdu leur fils ou qui étaient eux-mêmes malades. Face à cette situation, le vétérinaire consacre même une partie de son rapport aux bergers. Sur 18 bergers, 10 sont tombés malades de pathologies tumorales dans les 10 dernières années. Car on parle bien des 10 dernières années. Nous avons pensé qu'il y avait une corrélation entre les animaux malformés et les personnes qui avaient des tumeurs. Selon ses conclusions, 65% des bergers vivant dans un rayon de 2,7 km autour de la base ont développé des cancers. Le vétérinaire alerte sa hiérarchie. Il est indispensable que les autorités sanitaires s'engagent immédiatement à endiguer ce phénomène grave de cancer qui frappe les personnes travaillant dans les élevages de la zone. D'autres recherches sont nécessaires afin de comprendre un éventuel lien de cause à effet. Ce rapport est rendu public. Au tribunal de Lanusei, un procureur décide de se saisir de l'affaire. Une affaire qui deviendra le syndrome de Quira. Aujourd'hui, Domenico Fiordalizzi est en permanence entouré de ses gardes du corps. Ces investigations semblent déranger certains intérêts en Sardaigne. Il a même été surnommé, du nom d'un juge assassiné 20 ans plus tôt, par la mafia italienne. On m'a appelé Borsellino, mais pas dans le sens positif du terme. Plutôt pour dire Borsellino, fais gaffe à toi, sinon on te met une bombe. J'ai reçu beaucoup de menaces. Encore une ce matin. Sur ces menaces, il n'en dira pas plus. Dès le début de son enquête, le procureur Fiordalizzi tape fort. Le 27 janvier 2011, il donne une interview à la télévision locale pour lancer un appel à témoins. Je voudrais dire aux gens, à ceux qui m'écoutent, que ma porte leur est ouverte. S'ils ont été témoins de délits contre la santé, contre l'environnement ou dans le domaine de l'armement, la justice pénale est prête à intervenir et à faire son travail. Son intervention fait mouche. Le procureur est assailli par les témoignages de malades. Disons que nous examinons les cas de 160 personnes malades, de lymphome et de tumeurs. Des gens qui avaient été dans cette zone contaminée.
Sur ces 160 personnes, 100 sont déjà décédées. Et ils habitaient où, ces personnes, ces 160 personnes? Elles étaient en contact direct ou indirect avec cette zone et exposées à ces dangers. Ceux qui avaient fait leur service militaire, ceux qui avaient une activité de berger, ceux qui ont fait le guide touristique spécialement dans la zone de Quirra. Le procureur poursuit son enquête dans les cimetières. Il n'hésite pas à demander l'exhumation des bergers, recensés par le vétérinaire Mélis. Déterrer les morts pour savoir enfin la vérité. Tiziana a dû faire ce choix douloureux. Elle est la fille d'un agriculteur né dans le polygone. Il a toujours travaillé sur ce terrain militaire. En 2008, mon père a eu un lymphome non-Hodgkin qu'il a emporté. En peu de temps? Oui. Il y a 6 mois, elle reçoit ce document. C'est l'avis d'exhumation du procureur. Un choc pour Tiziana comme pour les autres familles sardes concernées. Au regard de la religion, certaines familles pensaient que toucher à un cadavre, ce n'est pas acceptable. Alors j'en ai discuté avec mon frère et ça n'a pas été simple de prendre cette décision. On s'est dit qu'il fallait respecter les volontés de notre père, lui qui voulait la vérité. Les résultats des autopsies tombent, c'est un coup de théâtre. Contre toute attente, pas de traces d'uranium appauvri, mais les scientifiques découvrent un autre élément radiotoxique, le thorium. Dans ce courrier que nous nous sommes procurés, ils affirment en avoir trouvé dans les ossements de 10 bergers sur les 12 vivant dans le polygone. La quantité en thorium-232 présente dans les tibias augmente avec l'âge des personnes décédées qui ont exercé une activité de berger dans les zones intérieures du polygone. Pour le procureur Fiordalizzi, cette découverte est déterminante. Dans les os des bergers qui ont fréquenté cette zone, et plus particulièrement près de la zone à haute intensité militaire, la plus contaminée, il a été mesuré une radiation alpha issue du thorium. Nous sommes donc certains que ces personnes ont inhalé et absorbé, au cours des dernières années, du thorium radioactif dans cette zone. Pour comprendre ce qu'est le thorium, ce métal radiotoxique, nous sommes retournés en France, à la CRIRAD. Donc ça, c'est un objet qui contient du thorium-232. Donc c'est une substance naturelle, mais qui est radioactive. On peut le voir en comparant le taux de radiation naturel dans la pièce, qui est de l'ordre de 60-70 coups par seconde. Et dès qu'on approche cet objet, on sent une augmentation de la radioactivité. Elle est multipliée par 3 parce que ce thorium est radioactif, il émet des radiations alpha, bêta et gamma. Alors c'est un élément qui est très radiotoxique par inhalation. On peut l'illustrer avec ce graphique sur lequel on compare la dose en microsieverts pour un nombre de becquerels inhalés. Et vous voyez que ce thorium-232 a un coefficient de radiotoxicité par inhalation comparable à celui du fameux plutonium et nettement supérieur à celui de l'uranium. Donc le fait de respirer des poussières de thorium, ça présente des risques pour la santé qui sont importants parce que cette substance radioactive, surtout si elle est sous forme de fine poussière, va pouvoir être inhalée, donc irradier les poumons. Une partie va passer dans la circulation sanguine et atteindre un certain nombre d'organes, comme avec l'uranium, et donc générer des risques potentiels à long terme sur l'ensemble du corps. D'où vient ce thorium-232? Est-il lié à l'activité militaire? Voici la liste des missiles expérimentés sur le polygone de Quirra depuis les années 70. Parmi ces armes, le Hawk, de fabrication américaine, ou encore le Vettore Alpha, conçu par les Italiens.
Mais c'est le missile Milan qui retient l'attention du procureur. 2000 missiles Milan, à peu près, ont été tirés de 1984 à 2000. Ces missiles contenaient du thorium dans leur système de guidage. Y a-t-il d'autres types d'armements qui auraient pu contenir aussi du thorium? Non. Mais je ne peux pas l'exclure. Jusqu'en 1999, chaque missile Milan contenait 2,7 grammes de thorium. Le thorium qui est dans les missiles Milan, il a la même composition que le thorium qu'on a retrouvé dans les os des bergers? Tout à fait. Le Milan, un missile mis au point par l'industrie française et allemande dans les années 70. Ce missile tueur de chars rencontre immédiatement un succès commercial. Autre moyen moderne anti-char, les missiles Milan tirés par les fantassins. Ce type d'arme est à l'heure actuelle parmi les plus performants. Cette arme sera utilisée au Liban, au Tchad, en Afghanistan ou encore dans le Golfe. 330 000 missiles sont vendus dans plus de 40 pays. C'est le groupe industriel MBDA qui le produit aujourd'hui, le premier missilier d'Europe. Sur leur site internet, le Milan est toujours mis en avant. Nous les sollicitons par téléphone. Ils refusent toute interview sur les missiles Milan testés sur le polygone de Quirra. On préfère ne pas rajouter d'huile sur le feu, étant donné qu'il y a donc une procédure judiciaire en cours actuellement en Italie. Donc pour le moment, on va rester plus mesuré, on va dire, en tout cas plus discret. D'accord. Ok. Après, on espère bénéficier de la présomption d'innocence. Ça n'accroît pas actuellement. Mais vous êtes un peu inquiet quand même sur ce dossier? Et vous y revenez. Après, il y a ce fameux thorium 232 qu'on retrouve dans les ossements des bergers morts de lymphome quand même. Hein. Oui. Ça, je ne le remets pas du tout en cause. Ce responsable de MBDA explique que le thorium 232 a depuis été enlevé du Milan. Pourquoi en 99 il a été retiré des missiles? Parce que justement, il a été identifié comme produit radioactif, et donc il a fallu retirer pour éviter tout risque. Seul problème, MBDA a déjà vendu des centaines de milliers de Milan avec du thorium. L'entreprise va les laisser en circulation. Rien ne l'obligeait à les retirer. Les armées continuent donc d'utiliser ce missile au thorium. C'est le cas de la Belgique. Les militaires découvrent la potentielle nocivité du Milan lors d'un entraînement. Patrick Dessy, à la tête du principal syndicat de soldats belges, révèle l'affaire en 2001. Au musée de l'armement de Bruxelles, il a tenu à nous présenter le général Pochet. Celui-ci a commandé pendant des années des unités équipées du missile Milan. Ça, qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est ce qui sort donc du tube, et c'est le missile en lui-même. Donc ça, c'est la charge explosive, le système de conduite et de stabilisation. Et ici à l'arrière, vous pourriez voir sur un missile tout à fait réel du thorium. C'est ça que c'est. Le thorium, c'est pour mieux voir le dégagement infrarouge du missile et pour pouvoir mieux le guider de jour comme de nuit. Et alors vous en avez déjà utilisé par le passé? Ah ben oui, on en a tiré des milliers à l'armée belge, puisqu'il est arrivé dans les années 80 et on l'a utilisé jusqu'à tout récemment. Donc, pendant des années, ça a été utilisé, tout ce qui était entraînement des gens sur les pas de tir, et c'est là d'ailleurs que le problème thorium est apparu. Les militaires belges font cette découverte lors d'un entraînement dans un champ de tir anglais. Les Britanniques les alertent sur ce thorium, dispersé au moment du tir du missile Milan. Ce qui a mis la puce à l'oreille, on va dire, ce sont les Anglais quand ils ont demandé que les Belges mettent en application les mesures de protection. Et là, ils sont interrogés, quelles mesures de protection? On n'est pas au courant. Ah ben, attention, il y a du thorium dans le traceur de ce missile. Le syndicat des militaires belges se saisit du dossier. Il demande au ministère de la Défense de protéger les soldats qui tirent les missiles Milan. Une directive est alors adoptée. Et le but est très clair, lutter contre la contamination radioactive du Milan. Pour ce faire, le port de l'équipement de protection personnelle et individuelle est obligatoire pour tout le personnel se trouvant sur la position de tir. Masque anti-poussière, gants jetables,
Le sol sur lequel le tireur et le pourvoyeur sont couchés durant le tir est à recouvrir au préalable d'une bâche synthétique. Les militaires belges seront ainsi équipés jusqu'à leur dernier tir, réalisé en 2009. Ça veut dire que l'armée belge a quand même pris au sérieux cette affaire de contamination des sols et des hommes au thorium. Tout à fait, et c'était dans son intérêt, puisque on ne saura que dans 10 ou 15 ans si les gens qui ont été contaminés vont présenter des pathologies au niveau des poumons, des os, du foie, en fonction de la dose qui a été reçue. Donc il était dans l'intérêt de la défense de pouvoir répertorier tous ces gens qui ont tiré, et si un jour, par malheur, certains devaient se plaindre et pouvoir faire un lien de cause à effet entre une pathologie du foie, par exemple, et à ce moment-là, la défense indemniserait le personnel qui a été contaminé. Selon nos informations, du côté français, les soldats ne se sont jamais protégés contre ce thorium contenu dans les missiles. Mais dans quelles conditions ont-ils été tirés sur le polygone de Queyras? De retour en Sardaigne, nous nous rendons à la base principale. Bonjour. Nous voulons parler au colonel Frézy. Un sous-officier vient nous annoncer que le colonel Frézy, chargé de la communication, refuse de nous recevoir. Le colonel Frézy me fait dire qu'il ne vous autorise pas à entrer. Et vous ne pouvez pas accéder non plus à la zone du polygone. Une fois le sous-officier parti, nous engageons la conversation avec un autre militaire. Et vous pensez quoi, vous, de la situation? Je ne sais pas. Je crois que la presse a exagéré le problème. Enfin, je veux dire la presse locale. Pourquoi? On a reçu des résultats d'analyse et on a bien vu que tous les poisons dont la presse parlait n'existent pas. Le soldat fait référence à une enquête commandée par l'OTAN, une enquête qui disculpe totalement les activités militaires du polygone de Queyras. C'est à Milan que se trouve la SGS, la société qui a réalisé cette étude. Cette multinationale est la première entreprise au monde d'analyse et de certification. Le chargé de la communication est présent, le directeur général s'est lui aussi déplacé. Fait étonnant, un dictaphone est même posé sur la table pour enregistrer notre entretien. S'ils prennent autant de précautions, c'est sans doute parce que 2 de leurs scientifiques sont mis en cause par le procureur Fiordalisi. Vous êtes Ah, d'accord, l'autre chimiste. Ils sont poursuivis pour falsification aggravée d'un document public. Ce matin, ils comptent bien défendre ce document, l'étude sur les sols, qu'ils ont menée sur le polygone de Queyras pour le compte des militaires. Combien d'échantillons? En total de sol, c'est fait plus de 700 échantillons. D'accord. Donc c'est un gros travail pour vous. Oui, oui, oui. Combien de mois de travail sur ces Alors, du début de l'échantillonnement jusqu'à la consigne du rapport final, il y a 2 ans de travail. 2 ans de travail. 2 ans de travail, oui. Un travail considérable, mais avec un objectif pour le moins inattendu. Notre devoir n'était pas d'analyser si l'armée avait pollué. L'activité était de faire une photographie de la zone, de la situation, mais de ne donner aucune réponse au point de vue de la pollution. Pour cela, les militaires leur ont indiqué les lieux des prélèvements et la trentaine de métaux lourds, dont le thorium, qu'il fallait chercher dans les sols. Les scientifiques obtiennent ainsi des résultats très rassurants. Là où il n'y avait pas d'activité militaire et là où il y avait activité militaire, il n'y avait pas de différence. Le procureur a des doutes sur l'étude des chercheurs, d'autant plus qu'il découvre un lien entre l'entreprise SGS et l'industrie de l'armement. Sergio Marchionne, le président du conseil d'administration de la SGS, est aussi le directeur général de Fiat. Et des filiales de Fiat produisent des moteurs d'engins militaires et des chars pour l'armée italienne. Le président du conseil d'administration de la SGS est aussi le patron de Fiat, je ne dis pas de bêtises. C'est vrai. D'accord. Fiat, qui est effectivement en gros une entreprise qui fait de l'armement, qui a effectivement des sociétés qui font de l'armement, donc Alenia, etc., et qui utilise beaucoup ce territoire du polygone. Que je sache, Fiat ne fait pas d'armement, fait des voitures. Et je ne savais pas que... J'apprends que
qu'il fait des activités sur le polygone Fiat. Bon. Mais vous comprenez le doute qui règne autour de ce rapport commandé par les militaires à une société qui a des liens avec l'armement? Vous comprenez? Non, franchement, je ne comprends pas. Pour ces chercheurs, l'activité militaire n'a donc eu aucun impact sur l'environnement du polygone. Pourtant, ces vues aériennes de la base de Quira révèlent des terrains dépourvus de végétation, des paysages lunaires. Le procureur Fiordalizzi est convaincu que ces cratères sont des zones contaminées. Dans cette zone, les fosses ont été creusées par les explosions. Il y en avait du matin au soir, et cela pendant des mois. Il mandate alors d'autres chercheurs, cette fois-ci indépendants de l'armée. Leurs résultats seront bien différents de ceux de la SGS. Le toxicologue Pierluigi Caboni travaille à l'université de Cagliari en Sardaigne. Mettez-les là. Lui aussi a procédé à des prélèvements, plus de 500 échantillons sur le polygone de Quira. Et les taux de métaux lourds trouvés par le professeur Caboni sont cette fois inquiétants. On a trouvé des concentrations parfois 100 fois plus élevées que la norme. Le toxicologue s'intéresse à ces cratères qui avaient intrigué le procureur. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ces photos révèlent l'origine de ces cratères, la destruction d'armes obsolètes. Ces images inédites, prises par les soldats eux-mêmes, sont des pièces à conviction. On y voit les militaires faire exploser de vieux obus et provoquer ainsi des nuages de poussière de métaux lourds. Ça, c'est la zone où les militaires venaient détruire le matériel obsolète. Regardez ici. Ce sont tous les cratères formés par ces explosions. On voit que dans la zone, la végétation ne pousse plus. Pourquoi il n'y a pas de végétation? Probablement à cause de la pollution due aux métaux lourds qu'on a trouvés. Cadmium, plomb, arsenic et antimonium. Pour le professeur Caboni, Quira est un désastre environnemental et sanitaire. Moi, je ne me sentirais pas en sécurité si j'habitais dans une zone militaire avec ce type d'activité. Mais certains Sardes n'ont pas vraiment eu le choix. Stefano Pilleri était un appelé du polygone de Quira. En 1998, il a 21 ans. Il passe 6 mois sur la base pour son service militaire. Il se souvient encore du bruit des tirs et des explosions. À certaines périodes, la fréquence des explosions était très importante. On pouvait en entendre tout au long de la journée. Une fréquence importante, c'est-à-dire? Je pense qu'il pouvait y avoir jusqu'à 20, voire 30 explosions par jour, peut-être plus. Sur la base de Quira, personne ne s'en inquiétait vraiment. On n'a jamais été informé que cela pouvait être dangereux pour nous. On n'a jamais eu de protection ou de recommandations particulières de la part de ceux qui nous commandaient. On n'avait aucune information sur ce qui se passait. 3 ans plus tard, Stefano Pilleri tombe malade. Un lymphome non-Hodgkin est diagnostiqué à l'hôpital. La même tumeur retrouvée chez la plupart des bergers de Quira. Quand vous étiez dans les hôpitaux en Sardaigne, vous avez rencontré d'autres personnes qui souffraient de la même maladie que vous? Oui, ça arrivait souvent. Pendant les visites de contrôle, les médecins me demandaient souvent si j'étais allé dans cette zone militaire. Car beaucoup de personnes atteintes de lymphome et de tumeurs ont habité dans la région proche de Quira. Pourtant, l'armée n'a jamais reconnu un lien entre sa maladie et les explosions de la base de Quira. Et ce, malgré les conclusions du professeur Antonietta Gatti. Cette chercheuse travaille sur un domaine novateur, l'infiniment petit, les nanoparticules. Elle analyse au microscope les tumeurs des malades.
Dedans, il y a une caméra. Je mets ces échantillons ici. Ce sont des coupes très fines d'organes malades, comme le foie ou les reins. Et à l'intérieur même de la tumeur de Stefano Pilleri, elle découvre des métaux lourds. Quand on trouve à l'intérieur du corps humain ces nanoparticules, la présence conjointe de ces éléments n'est pas normale, car elle n'existe pas dans l'air que l'on respire. Elle vient sûrement d'une combustion contenant ces éléments, par exemple de la combustion d'obus, de bombes et de matériaux militaires. Auparavant, le professeur Gatti avait étudié les cas de soldats revenus de la guerre des Balkans. Elle avait trouvé des traces de métaux lourds jusque dans le sperme des vétérans. Et ce type de contamination, elle le retrouve aussi chez certains habitants de la zone de Quirà. Lorsque l'on trouve dans le liquide séminal, c'est-à-dire le sperme d'un patient, des particules contenant de l'oxyde de carbone, du magnésium, de l'aluminium, du silicium, du soufre, du phosphore, du bismuth, du chlore, du potassium, du calcium, du titane, du fer, tout cela n'existe pas à l'état naturel. Ces nanoparticules s'immiscent partout. Elles contaminent tout. En Sardaigne, elles sont même soupçonnées d'avoir provoqué des malformations chez certains enfants, notamment plus près des cratères, où les munitions obsolètes ont été dynamitées à l'air libre, dans le village d'Escalaplano. C'est ici que vit le photographe qui a retrouvé devant sa porte l'agneau à l'uranium appauvri. Cet animal a ravivé les doutes de Stefano Artizzu sur la malformation de sa propre fille. Celle-ci est née il y a 20 ans, sans doigt, à la main droite. Petit à petit, il découvre que son enfant n'est pas un cas isolé dans le village. Au bout d'un moment, on s'est rendu compte en discutant à droite à gauche, avec les uns et les autres, qu'il y avait des cas de malformation de l'appareil génital. Et aussi d'autres malformations qui concernaient les organes digestifs. Il y avait aussi un autre cas, un problème au visage. On en a dénombré 15 en tout. Entre 1988 et 1992, 15 enfants malformés sont nés dans le village. Face à cette hécatombe, Stefano tente de mobiliser les habitants en vain. La honte sera plus forte que le désir de vérité. On nous a dit qu'on se trompait, que ce n'était pas vrai, qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Tout le monde, même leurs parents, voulaient les cacher. Ce qu'ils voulaient, c'était dissimuler l'ampleur du phénomène. Seul contre tous, le photographe abandonne son combat. Les enfants malformés d'Escalaplano restent cachés, à l'abri du regard des villageois. Aujourd'hui, le sujet est tabou, le nom des familles gardé sous silence. Nous finissons par trouver l'adresse de l'une d'entre elles. C'est Linda. Ma fille est née comme ça. Elle est hydrocéphale. Elle a le crâne un peu déformé. Si vous voulez, vous pouvez monter, mais pas avec la caméra. À l'étage, Maria, sa fille, est allongée sur un lit médicalisé. À 24 ans, elle a le corps d'une fillette de 5 ans. Voilà pourquoi je ne voulais pas de caméra. Son crâne est déformé, ses membres atrophiés et paralysés. Sa bouche reste grande ouverte, car ses dents ont poussé à l'intérieur de son palais. Maria a du mal à respirer. Elle entend, mais elle ne peut pas parler. Maria est, comment dire, elle est éteinte. L'encéphalogramme est quasi plat. Maintenant, il est impossible de la laisser seule, car elle peut suffoquer, vous comprenez? C'est tellement difficile. À l'hôpital, ils m'ont dit qu'ils n'avaient jamais vu un monstre pareil. Pas vrai, Maria? Je veux que Maria soit considérée comme un être humain.
À la naissance de sa fille, cette coiffeuse a dû arrêter de travailler pour s'en occuper. Elle n'a jamais compris pourquoi la 11e de ses enfants était née comme ça. J'ai fait toutes les analyses à l'hôpital. Ils m'ont dit que ça ne venait pas de moi, que ce n'était pas de ma faute. Quand vous étiez enceinte de votre fille, est-ce qu'il y a un événement particulier, un événement militaire qui vous a marqué? Non, on entendait des explosions, comme des bombes. Comme on vivait à proximité, on voyait ces gros nuages. On ne pouvait pas savoir ce que c'était. Jamais on n'aurait pu imaginer que c'était nocif. C'était en 1988, l'année noire d'Escalaplano, celle qui a vu naître la plupart des enfants mal formés. Dans cette lettre, adressée en 2002 à la mairie, des élus municipaux ont recensé grâce aux bouche à oreille 24% de naissances anormales en 1988. Un chiffre que l'ancien maire a toujours nié. Monsieur De Mantis ? Vincenzo De Mantis était à la tête du village de 2001 à 2010. Là, on a un document où on montre qu'il y a 24% de naissances anormales. Je ne connais même pas les parents. Donnez-moi les noms. Vous les avez, vous, les noms? Pour vous, ils n'existent pas. Pour moi, ils n'existent pas car je ne les connais pas. C'est tout. Je ne les connais pas, tous ces enfants dont vous me parlez. Je ne les connais pas. Ok. Si l'ancien maire nie l'existence des enfants d'Escalaplano, c'est qu'ils sont une mauvaise publicité pour la région. Bon nombre de Sardes préfèrent fermer les yeux pour préserver le tourisme, l'agriculture et bien sûr l'armée, les 3 secteurs qui font vivre l'île. Dans cette affaire, 20 personnes sont actuellement mises en cause par le procureur. Un élu, 7 scientifiques et 12 militaires sont poursuivis. Parmi eux, des généraux, anciens responsables du polygone. Un jour, ils devront tous s'expliquer sur l'origine du syndrome de Queyras.